Bonjour à toutes et à tous, David Barrault, je suis journaliste aux Échos, ravi de vous accueillir à l'occasion de cette journée French Touch organisée par la BPI. Il y a de l'ambiance, il y a un bruit ambiant, mais on devrait réussir à s'entendre. On est là pour parler de la French Touch et plus particulièrement du soft power à la française. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ça peut s'exporter ? Est-ce que ça peut se développer ? Pour en parler, trois invités. Juste à côté de moi, Nicolas Parpex, qui est directeur du pôle industrie créative, en gros, à la BPI, qui est en charge du plan Touch. Depuis 15 ans dans l'investissement et administrateur de nombreuses boîtes de la French Touch en quelque sorte. Juste à côté de lui, Stéphane Aznar, des années d'expérience dans le monde de la bande dessinée. Il est aujourd'hui directeur général de Dargaud, qui est une des maisons du groupe Média Participation, grand éditeur de bande dessinée franco-belge. Et juste à côté de lui, Philippe Guillot, qui est un serial entrepreneur. Sa dernière entreprise a été créée avec André Manoukian. Elle s'appelle MatchTune. Et elle est, en quelque sorte, c'est une espèce de Shazam, il nous expliquera un peu tout à l'heure, qui scrolle le web en permanence pour trouver comment certains utilisent de la musique sans forcément payer les droits. Et donc, c'est un expert de l'industrie musicale. Nicolas, journée très chargée, vous allez passer de scène en scène. Vous êtes à côté de nous pendant une dizaine de minutes. Pour planter le décor, avant d'aller plus spécifiquement sur certaines des industries créatives françaises, je voulais vous poser d'abord la question, c'est quand on parle de French Soft Power ou de French Touch, c'est quoi ? Est-ce que c'est simplement la culture ? C'est quoi le champ d'application quand vous regardez ça avec vos yeux d'investisseur ? Alors le champ de la French Touch, c'est le cinéma et l'audiovisuel, la musique et le spectacle vivant, le jeu vidéo, l'édition, mais aussi les marques, la mode, le luxe, le design et le patrimoine. Donc ça fait un ensemble qui paraît divers, et il l'est, mais le point commun de tous ces territoires sectoriels, c'est que le talent créatif est au cœur de la proposition de valeur. Donc c'est ça qui réunit tous ces secteurs, et encore une fois, la mayonnaise, la logique, la messe de la French Touch, c'est de prendre ces secteurs d'activité et d'accélérer leur convergence, leur synergie et leur dynamique collective. D'accord. Et c'est une véritable industrie, c'est-à-dire c'est à la fois de la création, mais il y a aussi, pour utiliser un anglicisme de plus, du business. Il y a un business qui est absolument massif, puisque le territoire de l'économie créative tel qu'on l'a défini, tel qu'on l'a décrit, c'est 5% du PIB, 5% de la richesse nationale, 130 milliards d'euros. Donc ça se compare à des grandes verticales macroéconomiques, donc ça pèse économiquement de façon très importante, et pas que. Et quand on regarde cette industrie française, des industries créatives, dans quel état on est quand on se regarde? Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on pourrait faire mieux? Ou comment est-ce que vous jugez notre performance sur un plan plutôt économique que qualitatif? Qualitatif, on sait qu'on est très bon, mais sur un plan économique, comment est-ce qu'on se situe, hein? On est bon, et on a encore, puisqu'on a le droit aux anglicismes, c'est la journée de la French Touch, on a encore de l'upside, c'est-à-dire qu'on a encore de quoi aller plus loin dans le rayonnement économique et dans le rayonnement symbolique de ce qu'on fait. La réalité, c'est qu'il y a certains domaines où les leaders français sont des leaders mondiaux. Je pense aux grands groupes de luxe, qui sont les majors à l'échelle globale du sujet, mais on a des grands champions nationaux dans le domaine du jeu vidéo, dans le domaine de la bande dessinée, dans le domaine de la musique, du cinéma, qui sont des magnifiques sociétés, qui font des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, parfois des milliards de revenus, mais quand on regarde l'échiquier mondial, qui sont ce qu'on appelle des challengers, c'est-à-dire top 10, top 15 mondiaux. Et donc là, c'est vraiment l'échelle du jeu. L'échelle du jeu, elle est mondiale, et ce sont des entreprises qui, pour renforcer leur position, ont besoin de croissance, ont besoin d'innovation, ont besoin de transformation, et c'est aussi le rationnel de notre initiative. C'est-à-dire qu'il y a une forme peut-être de paradoxe, c'est-à-dire que la création, ça peut sembler à la fois un peu artisanal, et en même temps, vous dites, il faut avoir une taille critique, il faut être industriel, il faut être adossé à des grands groupes pour pouvoir jouer sur la scène mondiale. C'est pas un paradoxe, c'est une articulation et une tension féconde qui est vraiment au cœur du succès de l'économie créative. C'est-à-dire que le geste créatif, le talent, le génie humain, même si aujourd'hui il est augmenté par tout un tas de facilitateurs technologiques, et l'intelligence artificielle générative sont un exemple extraordinaire de ça, mais au cœur de tout, je disais dans mon discours d'ouverture, au commencement est l'émotion, au commencement est le geste créatif. Et donc c'est ça vraiment qui est cette espèce d'indicible qui crée de la valeur, qui fait que on a une grande chanson, qu'on a une grande BD, qu'on a un grand film, un grand jeu vidéo. Il y a deux dimensions néanmoins qu'il faut ajouter. C'est quand même une dimension
collective, c'est-à-dire que, à part peut-être dans l'édition littéraire où là on a des haies affranchies et des barrières qui sont assez simples entre l'œuvre de l'esprit et l'accès au marché, sinon en fait même les grands génies des jeux vidéo ou du cinéma, pour sortir un jeu ou un film, il faut une dynamique collective et il faut un écosystème économique. Et donc, c'est cette juxtaposition entre le génie humain qui est en effet individuel et qui se passe dans le cerveau et l'extraordinaire qualité et performance d'exécution qui est nécessaire, c'est vraiment ce couple-là qui est le couple qui crée la valeur. Qu'est-ce que BPI France fait dans ce domaine? Comment est-ce que vous accompagnez les entreprises ou les entrepreneurs français à différents niveaux, à différentes tailles d'entreprises dans ce secteur de la French Touch? On fait beaucoup de choses, en toute modestie. On les aide de deux manières. Déjà, avec un continuum de solutions de financement, d'investissement, d'accompagnement, de projection internationale. Donc concrètement, ça veut dire qu'on attribue aux entreprises des aides à l'innovation, des garanties bancaires, des prêts bancaires, des investissements en fonds propres. On les fait rejoindre des programmes d'accélération d'entreprises qui interviennent en aval de l'incubation. On les fait participer à des missions de projection internationale. Et ce continuum-là, ça représente plus d'1,5 milliard d'euros par an. Donc ça, c'est, on va dire... C'est des aides et de l'investissement? C'est tout, c'est principalement du prêt bancaire, si on regarde dans la répartition des outils, mais c'est une gamme d'outils très large. Donc ça, c'est notre rôle de banque publique. On est d'abord un financeur et un accompagnateur business. Mais on ne fait pas que ça, on fait aussi cet événement aujourd'hui, entre autres, c'est-à-dire que notre action vis-à-vis du tissu créatif français, évidemment, c'est de jouer notre rôle et d'être là avec des moyens financiers et extra-financiers pour contribuer à la croissance, à la transformation de toutes ces entreprises créatives. Mais on est aussi là pour créer une dynamique joyeuse et une dynamique collective. Aujourd'hui, pendant qu'on se parle, il y a énormément de personnes qui se parlent entre eux, qui se rencontrent, créent des conversations. Et ces conversations, peut-être qu'elles vont créer des projets magnifiques pour l'économie créative française demain. Dernière question avant de vous laisser filer sur une autre scène pour une autre interview. Quand on se compare aujourd'hui aux autres soft power dans le monde, on a l'impression que depuis quelques années, en fait, il y a eu le Japan soft power, la Corée a aussi son soft power. Est-ce que c'est un secteur, pendant historiquement, c'était Hollywood et la culture américaine qui étaient ultra dominantes. Est-ce que le terrain de jeu, comme vous l'avez défini tout à l'heure, devient aussi de plus en plus compétitif? Est-ce que c'est devenu peut-être à la fois de plus en plus important, mais aussi de plus en plus dur de peser sur cette scène? Oui, bien sûr. Encore une fois, on l'a dit, l'échiquier, il est mondial et on a quand même deux zones qui sont les États-Unis et l'Asie, avec principalement la Chine, qui sont des zones qui ont des marchés domestiques et une influence géopolitique qui leur donne une puissance extraordinaire. Et donc nous, on doit jouer à l'échelle française, à l'échelle européenne aussi, bien sûr, mais encore une fois, notre CEO Nicolas Dufour a coutume de le dire, on est peut-être un petit pays, mais un monde sans la France, ça sonne faux, ça sonne pas pareil. Et donc c'est dans cette dynamique-là qu'on arrive quand même avec des systèmes qui sont des systèmes à la fois de compétitifs et aussi des systèmes qui ont des effets de levier très forts. Je pense notamment à l'économie du cinéma et de l'audiovisuel, où on arrive à rayonner avec nos films qui brillent dans les grands festivals, nos auteurs, nos jeux vidéo, etc. Donc on a cette voix, on a cette empreinte, on a cette part de voix et part de cerveau à l'échelle mondiale, mais évidemment que c'est un jeu extrêmement compétitif. Merci beaucoup Nicolas. Je vous laisse filer sur une autre scène et je poursuis avec nos deux autres invités. Merci messieurs, je vous laisse avec des interlocuteurs beaucoup plus sachants et brillants que moi, donc vous ne perdez pas au change. Et je pars en cuisine. Merci beaucoup. Merci. À tout de suite. Peut-être avant de parler plus spécifiquement de chacune de vos industries, qui sont celles de la création du monde de la bande dessinée et celui de la musique, peut-être vous pouvez présenter rapidement les deux entreprises que vous avez soit co-créées, soit pour lesquelles vous travaillez aujourd'hui. On connaît le nom d'Argo, mais c'est quoi aujourd'hui Dargo et ça s'inscrit dans quel univers? Alors, Dargo est une société d'édition de bande dessinée qui a été créée par Georges Dargo. Donc, c'est une société qui a eu un essor, un développement surtout dans les années 60 et qui vient d'ailleurs de la presse. C'est intéressant. À la base, Dargo, c'est un éditeur de presse, de périodiques illustrés qui a commencé à éditer des séries de bandes dessinées en feuilleton avec des petites choses quand même qui ont été créées
créé chez Pilote, notamment le magazine de Dargaud. Par exemple, un petit bonhomme avec des ailes gaulois qui s'appelle Astérix. Ensuite, Blueberry, d'autres séries qui sont devenues après des albums. Et le marché de la bande dessinée a vraiment explosé dans les années 60-70. Et Dargaud, aujourd'hui, est un éditeur généraliste de bande dessinée. Voilà. Les bandes dessinées les plus célèbres aujourd'hui dans le catalogue de Dargaud, c'est quoi les grands noms que tous les Français connaissent? Blake et Mortimer, Lucky Luke, et puis plus proche de nous, une bande dessinée qui a atteint le chiffre magique du 1 million d'exemplaires vendus, qui s'appelle Le Monde sans fin, qu'on a sorti il y a 2 ans, et qui continue à beaucoup se vendre. Voilà. Une bande dessinée qui parle du changement climatique et de ce qu'on peut faire. Exactement. Donc on va de Blake et Mortimer au changement climatique. Vous voyez, on est très large. Et Dargaud appartient à un groupe plus large, qui est un groupe... Oui, ça appartient au groupe Média Participation, qui est un groupe d'édition qui détient plusieurs maisons, comme d'autres maisons de bande dessinée, Dupuis, Lombard, mais également de la littérature, comme Le Seuil, La Martinière, par exemple. D'accord, donc un exemple de grand groupe français avec beaucoup d'actifs. Peut-être une entreprise plus petite aujourd'hui, mais qui a un gros potentiel de croissance. Philippe, quelques mots sur votre propre parcours et peut-être sur Matchtune. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui, hein? Alors, Matchtune, donc c'est une société qu'on a fondée avec André Manoukian en 2017 et en fait qui aujourd'hui est spécialisée dans l'identification des droits d'auteur qui ne sont pas identifiés et donc pas rémunérés. Et aujourd'hui, essentiellement sur le digital, on se rend compte qu'environ 60% de tout ce qui est diffusé devrait fournir des droits à leurs auteurs ou aux ayants droit, mais en fait, c'est pas le cas. Donc on connaissait la SACEM qui passait dans les cafés, les salles de concert et les coiffeurs. Vous faites ça dans le monde digital en quelque sorte? Absolument. On s'est rendu compte que environ 60% de ce qui est diffusé aujourd'hui sur YouTube, par exemple, eh bien, n'est pas correctement identifié. Et donc n'est pas alloué aux bons artistes. Et je vais vous donner un exemple très simple. Pourquoi est-ce qu'on en arrive là? En fait, c'est très simple, c'est que vous êtes dans une soirée, vous jouez au piano, par exemple, du Frank Sinatra, et quelqu'un vous filme. Vous allez mettre cette vidéo sur YouTube et imaginons que, parce que vous avez bien joué, vous allez avoir 1 million de vues. Eh bien, normalement, la moitié de ce qui est payé par YouTube devrait aller aux ayants droit de Frank Sinatra. S'ils ont adapté My Way, ça serait ceux qui ont écrit la chanson pour Claude François et on serait dans l'exportation de la French Touch. Ouais. Exactement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que YouTube n'est pas capable d'identifier donc ce que c'est du My Way ou Frank Sinatra et donc ne l'alloue pas. Et donc là, vous avez un manque à gagner considérable. D'accord. Donc vous collectez les fonds comme ça pour les artistes? On les identifie pour le compte des grands labels et des grands publishers. Aujourd'hui, on monitore les 260 plus gros artistes mondiaux et les quantités de droits. On ne collecte pas, mais on fournit l'information et eux, derrière, vont collecter. D'accord. Vous travaillez avec les majors du monde de la musique. Peut-être... On a commencé tout à l'heure avec Nicolas à parler de la French Touch. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous inspire quoi? Est-ce que c'est quelque chose qui existe selon vous, avant pas forcément parler de vos cas spécifiques, mais d'une manière générale, est-ce que quand on est dans un groupe français, c'est une question qu'on se pose ou pas forcément, hein? Alors pour ce qui est de la bande dessinée, il faudrait plus précisément parler de la franco-belge touch, précisément, puisque la bande dessinée quand même a un creuset belge très important, avec énormément d'auteurs qui sont développés là-bas, Blake et Mortimer, Tintin, mais la France a emprunté le pas. Donc oui, en bande dessinée, il y a clairement un savoir-faire français et franco-belge, et c'est à la fois une force et en même temps une limite à l'exportation, puisque culturellement, la BD franco-belge reste très franco-belge, donc reste très populaire en France, en Belgique, commence à être populaire également dans les pays européens et a du mal à dépasser ce plafond de verre et aller aux États-Unis ou dans les pays d'Asie, même si des choses se font et on y participe. Mais à l'instar du manga, à l'inverse, qui a déferlé sur tous les pays du monde, le franco-belge est très 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 loin encore, pour rejoindre le discours de Nicolas, d'avoir atteint ce niveau-là. Donc on a de très très fortes marges de progression encore. Elle est encore un peu prisonnière de la langue française en quelque sorte.
De la langue française, également culturellement, également la BD se vend dans des librairies. On a la chance en France d'avoir des réseaux de librairies en Belgique extrêmement forts. Savez-vous qu'il y a plus de librairies en France qu'aux États-Unis, par exemple? Ça dit tout. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles la bande dessinée est très forte en France. Ouais, pour qu'une culture se développe, il faut des agents qui l'aident à se développer. Et donc il faut un circuit de distribution, un circuit de diffusion, mais des choses se font. Hein. On arrive quand même à exporter nos fonds. Une bande dessinée qui est vendue et qui est éditée en France est cédée. On a des équipes qui vendent les droits à l'étranger. Le Monde sans fin, dont je parlais tout à l'heure, a été cédé à près de 20 langues, ce qui est quand même assez extraordinaire. A été lancé aux États-Unis, sera lancé en Angleterre, a été lancé en Espagne, en espagnol et en catalan. Enfin, voilà, on essaye de continuer à exporter nos contenus parce qu'il y a un vrai savoir-faire français. On reviendra. Dans le monde de la musique, est-ce que pareil, il y a une French touch qui est reconnue? On se souvient du début de Daft Punk. On s'est dit, ah bah tiens, il y a peut-être une French touch, mais où est-ce qu'on en est selon vous, hein? Alors, je vais vous parler particulièrement des États-Unis que je connais bien, puisque ça fait 18 ans que je suis installé à Los Angeles, enfin entre Los Angeles et Paris. Alors pour moi, c'est plutôt un drame, parce que ce que j'ai constaté au fil des années, c'est que l'exception culturelle française est une chance, mais c'est aussi un handicap. C'est-à-dire que ce que l'on voit, c'est que souvent, lorsqu'on veut exporter, lorsqu'on veut que quelque chose fonctionne à l'international, il faut que ça rentre dans des cases, que ça matche avec les coutumes, avec les modes opératoires à l'étranger. Et souvent, on fait des choses magnifiques en France, qui marchent en France, mais qui ne fonctionnent pas à l'étranger parce qu'on ne prend pas en compte cette spécificité. Pour que l'offre s'adapte à la demande, quoi, en quelque sorte. Absolument. Je pense qu'il est très important de prendre cet élément en considération dès le départ. C'est la raison. Mais ça s'améliore, et on le voit notamment aujourd'hui. Vous avez des séries françaises qui arrivent à percer, notamment à Hollywood, etc. Parce que ça coche un certain nombre de cases. Vous voyez. Donc, et si vous regardez le nombre d'artistes français qui ont réussi à percer, notamment aux États-Unis, je peux vous citer des noms qui sont quasiment inconnus en France et pourtant ce sont des Français. Vous savez, si vous faites un sondage aux États-Unis et vous demandez de quelle nationalité est David Guetta, je peux vous garantir que personne ne vous dira que c'est un Français. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que les Français sont des terribles ambassadeurs. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont noyés dans le bain américain, ils deviennent américains. Et donc, ils ne défendent plus cette exception culturelle française. Et ça, pour moi, c'est un drame. Est-ce que quand même, si on veut être un peu plus positif, on pourrait avoir le sentiment que les choses progressent de manière un peu positive? Je parlais de Daft Punk il y a quelques années. On sait que Nakamura aujourd'hui aussi commence à être un peu reconnu. Est-ce qu'il y a un progrès notable, vous diriez, dans le monde de la musique depuis quelques années? Absolument. Là, aujourd'hui, on note que... alors ça, c'est grâce à Internet. Aujourd'hui, les artistes français sont de plus en plus exposés à tout ce qui se fait à l'international. Donc, ils ont cet apport culturel international qu'ils intègrent dès le départ dans leur création. Et aujourd'hui, on le voit, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le cinéma, dans les séries ou même dans la BD, on est beaucoup plus compatible avec ce que l'international demande. Et donc, on voit clairement des améliorations d'année après année. Vous disiez il faut accepter un peu de jouer avec les codes de la culture mondialisée. Est-ce que ça veut dire, par exemple, dans la musique, qu'il faut accepter de chanter en anglais? Est-ce que c'est ça le premier point de départ, vous diriez, hein? Alors, vous savez, souvent, on regarde les adaptations. Si vous prenez la chanson Comme d'habitude, chantée par Claude François, et que vous regardez donc comment elle a été adaptée aux États-Unis, My Way, et que vous analysez les lyrics, donc les textes, vous verrez que ça n'a absolument rien à voir. Et heureusement, parce que si on avait traduit les textes littéralement du français à l'américain, probablement que ça n'aurait pas fonctionné. Donc il y a aujourd'hui, oui,
on assiste en fait à une sorte de... On s'adapte au monde international, donc du coup au risque de ne plus être vraiment français. Mais chanter en anglais, aujourd'hui, c'est un avantage. Il faut avoir la gouaille anglaise. Et aujourd'hui, un chanteur français qui chante en anglais peut avoir une vraie reconnaissance internationale. Ouais. Il y a des exemples de succès qui s'exportent pour de vrai. Absolument. Absolument. Aujourd'hui, on voit, vous avez notamment dans les DJ, vous avez donc dans les DJ qui sont très très connus, vous avez des groupes qui aujourd'hui sont très connus, sont même plus connus à l'international qu'en France, parce que ils ont adopté, ils ont adopté le mode. Je connais peu de chansons françaises à part peut-être Edith Piaf, ouais, ou qui est réussi en fait à percer notamment aux États-Unis en chantant français. Dans le monde de la bande dessinée, nos principaux concurrents de cet univers créatif ont réussi à devenir des champions mondiaux. On pense aux comics américains. D'ailleurs, chez Dargo, vous éditez en France, via DC Comics, certains auteurs de bandes dessinées américaines qui s'exportent dans le monde entier. Le manga aussi, qui est devenu un élément très très important du marché de la bande dessinée en France, rayonne dans le monde entier. Comment vous expliquez que le Japon et les États-Unis aient peut-être mieux réussi que nous à exporter leur savoir-faire, et est-ce qu'on peut s'en inspirer, hein? Alors oui, on essaie de s'en inspirer. Il y a pour à la fois le comics et à la fois le manga un point commun, un facteur clé de succès pour avoir réussi à déferler comme ça sur le monde, c'est tout simplement l'audiovisuel. On l'a dit aujourd'hui, tout commence par une histoire. Donc nous, notre rôle, c'est pas d'éditer des albums en papier, c'est d'abord d'éditer une histoire, un univers. Et effectivement, quand on arrive à développer cet univers sur d'autres plateformes, d'autres supports, et notamment l'audiovisuel en est un, on arrive à élargir l'audience. Donc effectivement, le manga, le déferlement du manga en France, la raison tient en 2 mots, Club Dorothée. Le déferlement du comics en Europe tient en amont, en tout cas pour ce qui est de DC Comics, c'est Batman, notamment les films de Christopher Nolan. Donc il faut cette force de frappe. Et nous-mêmes, en bande dessinée, on essaye de développer au maximum ça. On a au sein du groupe Média Participation une équipe et une cellule qui vend des droits audiovisuels et qui développe des projets avec des producteurs. On a actuellement, à l'heure où je vous parle, une série en tournage sur un univers très BD, très franco-belge, très Dargo, qui est Lucky Luke, une série qui est en tournage et qui sortira chez Disney+ et France Télé en 25-26. En dessin animé ou en... Non, en live action, une vraie série avec des êtres de chair et de sang. Il y a aussi des options toujours en cours, une grosse option actuellement également pour un film long métrage autour de Blake et Mortimer. Donc c'est pour nous un moyen assez fort de briser ce plafond de verre et d'essayer d'atteindre de nouveaux publics. Alors des expériences comme ça, Lucky Luke a déjà été adapté en dessin animé et en film. Il y a eu des tentatives avec Tintin, qui est édité par une autre maison, mais qui a essayé. Qu'est-ce qui vous rend plus confiant dans le fait que peut-être aujourd'hui on arriverait à craquer le modèle et à en faire des vrais succès au-delà de la sphère d'influence franco-belge pour en faire des vrais succès mondiaux? Qu'est-ce qui a changé, hein? Rien n'a vraiment changé. Ce qui est toujours identique, c'est l'attrait pour des bonnes histoires et des univers très forts. Blake et Mortimer, Tintin, Lucky Luke, Astérix sont des univers très forts. On a aussi d'autres séries actuellement. Après, il y a aussi tout bêtement la BD. Ce n'est pas que des séries. Ce sont aussi ce qu'on appelle des one-shots, des titres unitaires qui peuvent aussi, à l'instar d'un roman, être adaptés à l'audiovisuel. Donc aujourd'hui, au contraire, il y a beaucoup plus de players sur la table. Donc c'est plutôt très, très intéressant de voir que nos histoires continuent à intéresser des producteurs et de nouveaux publics. Est-ce que vous essayez de faire ça tout seul, ou est-ce qu'il faut le faire en partenariat? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut être intégré verticalement et produire son propre dessin animé ou son propre film? Ou est-ce qu'une des clés du succès,
c'est peut-être de trouver des partenaires. Alors les deux, mon capitaine. Dans le groupe, nous avons les deux options. Nous avons des studios intégrés d'animation qui développent des séries animées. On a un autre projet sur Lucky Luke dans lequel le groupe sera producteur. Mais effectivement, on a aussi énormément de partenariats où nous cédons les droits à des producteurs de toute la place, animés ou en live action. Et là, est-ce que vous sentez un appétit un peu nouveau? L'an dernier, Netflix avait adapté une série, alors Le Tueur, je ne sais pas chez qui c'est. Oui, chez Casterman. Chez Casterman. Avec David Fincher aux manettes. Tout à fait. David Fincher qui avait adapté, donc il y a un grand nom du cinéma d'Hollywood, qu'on a fait une série sur Netflix. Je ne sais pas si elle a très très bien marché. Je ne sais même pas si les gens qui l'ont vu savaient que c'était tiré d'une bande dessinée. Alors peut-être pas, en tout cas ce qui est sûr c'est que nous on l'a vu sur toutes nos séries, toutes nos BD adaptées, ça refait vendre de la BD. Le point le plus marquant c'est Valérian qui a été adapté par Luc Besson en 2017 si ma mémoire est bonne. Nous vendions quelques milliers d'exemplaires à peine de Valérian qui est une série de SF majeure et fondatrice dans laquelle George Lucas a largement puisé pour Star Wars. L'année de la sortie de Valérian, on a multiplié par 10 nos ventes. Donc de toute façon, c'est un coup de projecteur énorme. Et la raison de l'attrait, encore une fois, c'est que nous, on a vraiment énormément d'options en l'air. Alors, dans l'audiovisuel, on sait très bien que c'est beaucoup de lignes qui sont lancées pour un projet qui ira au bout, mais on a énormément aujourd'hui d'options dans le groupe pour des séries, pour des romans ou pour des one-shots en bande dessinée. Alors je sais qu'il y a un exemple aujourd'hui de série dessin animé qui est né en France, qui marche très très bien à l'international, qui s'appelle Ladybug. Je ne sais pas quel est le nom en français, il y a peut-être un nom en français, j'ai oublié. Et eux, ils sont partis du dessin animé et derrière, ils ont commencé à créer tout un univers créatif. Est-ce que pour vous, c'est aussi des stratégies qu'il faut suivre en disant que finalement, si vous arriviez à ouvrir le marché mondial, vous arriveriez à amortir de manière beaucoup plus forte tous vos contenus qui... Alors oui, ça peut être aussi une option. Il y a un autre cas également assez iconique d'une série de bande dessinée dont nous éditons, on n'est pas le propriétaire, mais notre groupe édite la bande dessinée, c'est The Smurfs, les Schtroumpfs, qui sont pour le coup complètement internationalisés, mais c'est quand même le sens, c'est très souvent la BD puis l'audiovisuel. L'audiovisuel, la BD, c'est quand même un peu plus rare quand même. Et les Schtroumpfs, ça marche sur la scène internationale, hein. Ça marche vraiment partout, les Schtroumpfs. D'accord. Et du coup, aussi en vente d'albums ou c'est juste le dessin animé qui s'est développé? J'ai pas entendu. C'est juste les ventes d'albums ou juste le dessin animé? Alors les deux en fait. Les ventes d'albums s'inspirent, enfin les albums s'inspirent des dessins animés et vice versa. Mais aujourd'hui, les deux univers sont très proches et il y a actuellement des séries effectivement qui sont toujours diffusées et des albums qui sont toujours édités tous les ans par Le Lombard, qui est un éditeur de notre groupe. Pour que ça marche dans la musique, j'imagine aussi qu'il faut derrière des grands groupes. Est-ce qu'une de nos faiblesses, c'est qu'on manque de grands groupes internationaux de musique, d'industriels du secteur, selon vous? C'est-à-dire, est-ce que peut-être qu'on n'a pas la taille critique au niveau industriel pour soutenir des artistes, ou est-ce que le problème passe plus au niveau de la création, hein? Alors, je pense que la clé, c'est surtout dans la distribution. Alors aujourd'hui, on a en France Deezer, donc qui est une plateforme de streaming qui réussit très bien en France, mais sa part de marché aux États-Unis est extrêmement faible. Je sais qu'ils essaient de se développer, mais elle est extrêmement faible. Elle a du mal à rivaliser avec Spotify, par exemple, qui met beaucoup plus de moyens marketing pour exister. Et puis ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il faut absolument que on s'attache et qu'on fasse des partenariats avec des groupes locaux. C'est extrêmement difficile d'exister depuis la France et de se développer mondialement et particulièrement aux États-Unis sans s'attacher à des acteurs locaux qui vont faire une sorte de relais. Et souvent, les artistes partent un peu seuls. Voilà, ils sont pas très souvent accompagnés. Alors, il y a une deuxième société en France dans la distribution musicale qui s'appelle Believe, qui est une société française et qui a très très bien réussi. Parce qu'elle a justement adopté les codes de distribution internationaux et les goûts musicaux dès le départ. Donc ça, ce sont des bons exemples de relais, de relais de croissance, je dirais, pour des artistes qui mériteraient d'être connus.
Sur le fond, est-ce qu'on ne paye pas aussi peut-être un peu comme dans le cinéma d'être un peu trop, je ne sais pas si le mot est un peu cruel, mais un peu trop prétentieux. C'est-à-dire qu'on se dit qu'on veut être très artiste, très... Le cinéma français qui fonctionne, c'est le cinéma d'art et d'essai. Nos grands auteurs, ceux qui font les plus grands succès au box-office ne sont pas toujours reconnus. Est-ce que vous pensez qu'on paye aussi peut-être un peu ce côté... Est-ce qu'on n'est pas un peu trop snob, hein? Alors écoutez, l'originalité, parfois, paye. Regardez The Artist, quand même eu un Oscar, des Oscars. Et pourtant, c'est un film dans lequel il n'y a pas de parole. Vous voyez, donc ça a beaucoup plu à Hollywood, parce que c'est original. Voilà, donc l'originalité paye. Maintenant, il faut que ça colle. Vous voyez, par exemple, si vous prenez un autre film comme Intouchable, Intouchable, très difficilement bankable aux États-Unis, parce que aux États-Unis, la notion du handicap est vue différemment par rapport à la France. Le second degré à la française. Absolument. Le second degré, parfois, a du mal à passer. Et puis, alors, vous parliez de Netflix. Pour moi, Netflix, c'est un vecteur extraordinaire pour faire connaître, en fait, les talents français. Notamment, regardez Lupin. Lupin a très, très bien fonctionné. Vous avez des séries policières qui sont reprises, en fait, aux États-Unis. Donc ça, c'est une bonne chose. Souvent adapté. Mais il y a le contre-exemple. Regardez Emily in Paris. D'accord ? Emily in Paris, c'est quelque chose qui aurait pu être fait par des Français. Et ça marche à l'international de manière extraordinaire. Bon, les Français, quand ils regardent Emily in Paris, ils trouvent ça un peu nunuche. Mais par contre, c'est un succès planétaire. Ouais, on devrait s'appuyer peut-être davantage sur nos propres forces et rire un peu de nos clichés parfois, en fait, d'une certaine manière. Absolument, absolument. Je pense que notre second degré, c'est une différenciation. Parfois, ça peut être un handicap, parce que on a une ouverture d'esprit en France qui n'est pas forcément, ne passe pas forcément très très bien à l'international. Le grand changement dans le monde actuel des médias, c'est la digitalisation des contenus, avec de nouvelles plateformes qui sont souvent des plateformes mondiales, mais souvent contrôlées par des anglo-saxons. Alors même si Spotify est un groupe suédois à l'origine, c'est devenu un groupe très, très anglo-saxon. Donc le digital est à la fois un atout, mais est-ce qu'on en maîtrise les codes ? Est-ce que dans l'univers de la bande dessinée, on peut faire du digital un allié, soit en allant sur Netflix, soit en créant des plateformes de développement de contenus digitaux, hein. Alors la lecture d'une bande dessinée sur un format digital, d'une bande dessinée classique, aujourd'hui est très anecdotique. Très anecdotique. Vraiment, les chiffres sont très très bas. On arrive à vendre des PDF ou des EPUB en bande dessinée, mais l'usage pour le lecteur reste moindre qu'avoir un album papier et se perdre dans la planche, etc. Donc on le fait, mais ça reste vraiment très très marginal. En revanche, est en train d'arriver en France une nouvelle forme de faire de la bande dessinée, ça s'appelle du webtoon, ça nous vient de Corée du Sud, et c'est pour le coup une lecture digitale sur l'iPhone en scrollant case à case, mais c'est des contenus qui sont complètement créés pour ça. On fait actuellement des tentatives de webtooniser des bandes dessinées franco-belges, ça n'a absolument rien à voir. Donc on est vraiment au balbutiement d'un nouveau marché, et aujourd'hui, un peu d'ailleurs à l'instar de la littérature, le numérique n'a pas encore explosé en France. En revanche, si on parle de digitalisation, la vente de livres physiques sur des plateformes numériques, là oui, là effectivement c'est important. Sur le webtoon, qui est un bon exemple, c'est parti de Corée du Sud, ça s'est développé ensuite au Japon, et dans l'univers du manga, aujourd'hui, ça devient un vecteur de croissance. Est-ce qu'on peut adapter les BD franco-belges au webtoon, ou est-ce qu'il faut repenser entièrement l'œuvre et essayer de s'inscrire sur les plateformes telles qu'elles existent? Est-ce qu'on pourrait utiliser des personnages qui existent, mais réinventer des histoires, ou est-ce qu'il faut juste
redécouper les cases? Alors non, c'est pas aussi simple que ça, parce qu'il y a vraiment un sens du récit narratif qui est totalement différent au webtoon qu'une BD. Donc il y a vraiment un gros travail de fond, de créa. Et alors après, si votre question c'est est-ce qu'on pourrait essayer de prendre des personnages de franco-belge pour les mettre dans le manga, ça a déjà été fait. On a notamment chez Kana, qui est une marque d'édition de manga de notre groupe, on a fait un Batman en manga. Voilà, ça n'a pas été un franc succès, quoi. Et à l'inverse, on a pris un grand dessinateur de franco-belge qui s'appelle Enrico Marini, qui est un auteur d'Argo, qui a fait un Batman, mais à la mode franco-belge. Ça a été un carton total en France. Ça a été, c'est intéressant, un succès un peu mitigé aux États-Unis, alors que là, on arrive aux États-Unis avec une IP Batman qui est quand même le cœur de leur culture. Sur un format franco-belge, il y a eu une espèce alors ça a marché, mais ça a été 30% à peu près des résultats de la France. Et ça, comment vous l'expliquez? C'était trop exigeant, trop cher C'est la barrière culturelle. Aujourd'hui, le format franco-belge aujourd'hui n'est pas un format qui a, je ne sais pas si à Los Angeles, vous avez beaucoup de librairies de bande dessinée, j'en doute, mais c'est plutôt le comics là-bas qui est plutôt le cœur de leur ADN. Donc on a ces barrières culturelles. Alors, mais là, on parle de format, et une façon de briser ces barrières, c'est effectivement le transmédia, l'audiovisuel. Ouais, alors en même temps, c'est ce que disait tout à l'heure Philippe à propos de la musique, c'est-à-dire qu'il faut qu'on s'adapte aux habitudes de consommation On ne peut pas forcément exporter notre manière de faire, hein. On a les talents créatifs, mais il y a des habitudes de consommation dans le monde et il faut s'adapter à leurs habitudes. Exactement. Il s'agit juste d'être ouvert et d'essayer de faire voyager nos contenus. On a énormément de talents créatifs en France. Et effectivement, le rôle d'un éditeur, c'est de les promouvoir, de les développer, de les construire et de les faire vivre le plus largement possible. Ouais, en même temps, on n'a pas beaucoup d'exemples non plus d'IP françaises qui auraient été prises en main par des groupes de Hollywood et qui en aient fait des succès mondiaux, quoi. C'est pas un exemple d'une BD qui aurait été prise. Alors, il y a eu le Transpersonnage qui était à la base une bande dessinée. Pas chez nous, mais chez Casterman, qui a été pris par Bong Joon-ho, qui en a fait un film absolument incroyable. Vous avez cité tout à l'heure Le Tueur de David Fincher, qui a fait une série sur Netflix. On a d'autres options, encore une fois, en l'air, de bande dessinée, de grandes séries de BD qui sont optionnées par des grands studios hollywoodiens. Donc voilà, on a encore de belles marges. Sur les BD françaises qui s'exportent le plus, c'est quoi et où est-ce qu'elles s'exportent en particulier? Alors, on a un exemple qui est flagrant, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est Lucky Luke, qui est notre série de très très loin la plus vendue. Elle marche à peu près partout en Europe, avec un focus très fort en Allemagne. L'Allemagne est un pays qui reste un très gros pays pour le franco-belge, pour la BD franco-belge. Astérix là-bas fait des cartons, Lucky Luke fait un carton, et on a même un peu twisté, vous parliez d'adaptation, on a un peu twisté le modèle, puisque le dernier Lucky Luke qui est sorti il y a 15 jours et qui est dans toutes les librairies, se passe dans la communauté allemande aux États-Unis. C'est pas complètement innocent et il se trouve que c'est un énorme succès en Allemagne. D'accord. Donc il faut une des clés, c'est de rester français côté French Touch, mais de s'adapter à la demande à la fois sur le fond et sur la forme peut-être aussi, quoi. C'est être cohérent avec les codes de nos contenus, de nos univers. Le Lucky Luke dont je parle, c'est un pur Lucky Luke hyper classique. Vous retrouvez tous les ingrédients du Lucky Luke et en même temps, il y a une foule d'allusions à la culture allemande qui a irrigué elle-même la culture américaine, les hamburgers, les hot dogs. Donald Trump avait son aïeul qui était allemand. Voilà. Et donc la BD parle de ça avec les codes de Lucky Luke. On ne trahit pas Lucky Luke et en même temps, on s'élargit à un autre public et on fait voyager Lucky Luke ailleurs. Et ça, c'était volontaire de votre part, c'est-à-dire ça fait partie c'est une stratégie, c'est réfléchi. Vous en aviez parlé avec Jules, l'auteur, je ne sais pas si c'est lui le scénariste aussi. C'est assumé. C'est une collaboration avec Jules, le scénariste, et HD, le dessinateur, et c'est complètement réfléchi. Oui. Ouais. Du coup, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes plutôt optimiste en pensant qu'on est sur un point où il y a une possibilité d'accélération pour cette French Touch, ou vous pensez que il faut qu'on se contente de ce qu'on a, avec quelques succès de temps en temps, ou est-ce qu'on peut peut-être craquer le modèle et se servir de l'exemple de David Guetta et de Aya Nakamura pour transformer davantage l'essai, hein?
Alors, je dirais que la moitié du chemin a déjà été fait. Ce que les gens en France ne savent pas, c'est qu'il y a énormément de Français présents dans toutes ces industries créatives, notamment aux États-Unis, que ce soit dans le montage des films, dans les studios d'enregistrement, etc. Mais ce ne sont pas des têtes d'affiche. C'est-à-dire que ce sont des petites mains. Et donc, le French Touch est vraiment reconnu et recherché. Maintenant, ce qu'il faut, c'est passer la deuxième étape, c'est-à-dire arriver à exister en tant qu'artiste et non plus en tant que travaillant pour un artiste. Oui, c'est ce qu'on dit ça beaucoup dans l'intelligence artificielle, que dans tous les grands groupes américains, il y a aujourd'hui beaucoup de Français. Est-ce qu'on peut faire émerger des entreprises françaises? C'est un peu la même problématique, vous diriez? Absolument. Vous savez, si aujourd'hui je vous dis que les musiques de trailer, notamment aux États-Unis, vous savez, une musique de trailer, c'est ce qui vend le film aux États-Unis. La bande-annonce. La bande-annonce, ouais. Exactement. Et c'est ce qui vend le film. Et donc, ça n'a rien à voir avec la musique du film après. Eh bien, il faut savoir qu'aujourd'hui, les meilleurs dans ce domaine, ce sont des Français. Ils sont installés à Los Angeles, c'est eux qui font les plus grands trailers. Donc, vous voyez, c'est pas Hans Zimmer, etc. Mais pourtant, en France, personne ne le sait, personne ne les pousse. Hans Zimmer est pas français, si? Non. Mais il y a beaucoup de Français aujourd'hui qui travaillent notamment pour Hans Zimmer, mais on ne les connaît pas. Delpla ou d'autres. Voilà. Donc, en fait, je pense que la solution... Vous savez, aujourd'hui, dans le cinéma, vous avez un festival, chaque année aux États-Unis, c'est le festival Colcoa, où vous avez des projections de films français et c'est extrêmement populaire. Mais dans la musique... on n'a pas ça. Vous voyez, il y a Coachella, par exemple, où la France pourrait être beaucoup plus présente. Comme, par exemple, aujourd'hui au CES, dans les technologies, les startups sont présentes, notamment grâce à la BPI. Mais je pense que dans la musique, il faut créer ce festival. Où, justement, les Français, aidés, je dirais, chassant un peu en meute, permettraient de pouvoir mieux faire passer leur son. Dernière question, on a beaucoup parlé en fait des États-Unis, on n'a pas tellement parlé du marché chinois qui a longtemps été perçu comme un marché très important, en particulier pour le luxe. Et tout à l'heure, Nicolas nous disait que dans les industries créatives, il y a les groupes de luxe qui ont très bien réussi. Est-ce que pour vous, dans la culture, la musique, le cinéma, la BD, il y a aussi un potentiel à aller exploiter en Chine, ou est-ce que c'est plus compliqué pour des raisons culturelles, politiques ou autres, et donc c'est un marché qui va être plus compliqué à percer, hein? Alors oui, c'est plus compliqué forcément pour des raisons politiques et culturelles. Nous avons là-bas, nous, quand même une position déjà installée. Nous avons un agent avec lequel nous travaillons et nous essayons de développer nos IP. On a quelques exemples d'univers qui commencent à percer. Alors c'est quelquefois très étrange parce que c'est pas forcément les licences ou les univers qu'on imaginait qui d'un seul coup deviennent successful là-bas. On a un exemple, on a une série qui s'appelle Le Loup en slip. Le Loup en slip, qui est une série jeunesse dérivée d'une grande série que nous éditons qui s'appelle Les Vieux Fourneaux. Ouais. Le Loup en slip a fait l'objet de plusieurs adaptations en mandarin et ça marche plutôt pas mal. Alors ça reste quand même tout petit à l'échelle du potentiel de la Chine, mais c'est des premiers petits pas que nous essayons de développer là-bas. Ça me rappelle une anecdote que racontait Jacques Glénat, qui est un des grands éditeurs de bande dessinée qui a importé le manga en France. Il dit que dans les années 80, en fait, il était parti au Japon pour essayer d'exporter le succès des... Je sais pas si c'était Les Passagers du Vent ou autre. Et en fait, à chaque fois qu'il rencontrait des Japonais, il disait ça nous intéresse pas. Mais si vous voulez, on peut peut-être vous vendre nos trucs. Et à l'époque, le manga s'exportait très très peu. Hein. Il s'exportait pas. Et en fait, il était revenu dans ses valises avec des mangas comme Akira et il en a fait un succès. Mais bon, il a jamais réussi à imposer la BD française au Japon. Dans la musique, est-ce qu'il y a un marché chinois où la Chine est totalement repliée sur elle-même? Ah, pas du tout. Vous avez des artistes français qui marchent mieux en Chine qu'en France. Et d'ailleurs, en France, parfois, on les moque un peu, vous voyez. Mais je pense que le marché chinois, c'est un marché très spécifique, mais tellement prometteur. En fait, quand quelque chose va fonctionner, ça va fonctionner de manière exponentielle. Les petits succès deviennent de grands succès en Chine. Ouais. Absolument, absolument. Ensuite, la culture française est difficilement copiable. Elle a une spécificité. Donc ça la met un petit peu à l'abri aussi.
Mais moi, je crois énormément au marché asiatique. Merci Philippe, merci Stéphane, merci à la BPI de nous avoir accueillis sur ce stand. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures à tous les deux. Merci. Merci.